Bonjour et bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on accueille Frédéric Vergniaud, qui est ingénieur d'études au Centre de sociologie de l'innovation à Paris. On l'accueille parce qu'il a développé un logiciel d'analyse de discussion sur des forums ou des groupes de discussion du type des listes Yahoo. Et il a développé donc un logiciel qui s'appelle LAM, dont on va parler aujourd'hui, et puis on échangera aussi sur plus généralement l'analyse de messages électroniques ou d'échanges sur forum ou sur d'autres supports. Avant de laisser la parole à Frédéric, je vais couper le micro de tous les intervenants. Et donc, je vous rappelle que vous avez un chat pour discuter. Il y a un petit panneau à gauche de la fenêtre principale WebEx. Et il y a aussi le module questions et réponses qui est vraiment destiné à poser vos questions sur lesquelles on répondra soit au fil du temps, soit à un moment donné. L'idée du séminaire, c'est toujours un peu voilà, de discuter de méthodologie. Hein, c'est vraiment quelque chose de libre. Il ne faut pas hésiter à poser ces questions. Et donc, on va laisser Frédéric présenter son intervention pendant 40 minutes. Tu auras peut-être des questions à un moment donné, et puis après, on discutera des différents sujets qu'on a envie d'aborder. Donc, oui, Damien. Bien entendu, vous pouvez poser des questions par oral si vous le souhaitez. C'est juste qu'on coupe pour éviter les bruits parasites, et vous pouvez réactiver votre micro très facilement en cliquant sur l'icône micro. Voilà. Et si jamais ça ne marche pas, vous manifestez dans le chat pour réclamer le rétablissement du son. Voilà, donc je coupe les micros de tout le monde. Ah non, là, pardon. Je ne sais pas si j'ai coupé ou activé à tout le monde. Vraisemblablement, j'ai coupé, donc c'est bon. Donc Frédéric, à toi de jouer. Voilà. Et merci d'être là. Merci à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Vergniaud, je travaille au Centre de sociologie d'innovation, le CSI, qui est un laboratoire situé à l'École des Mines de Paris, qui est aussi une des équipes depuis 2012 de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, qu'on appelle ICUB, qui est l'UMR 9217, et qui regroupe les 3 laboratoires de sciences sociales des mines, l'équipe SHS de Télécom et le Centre de recherche en gestion des Polytechniques. Dans ce webinaire, je vais vous présenter le logiciel que j'ai développé, dont le petit nom est LAM, LAM étant l'acronyme de logiciel d'analyse de messages électroniques. Ce logiciel permet d'extraire et d'opérer des descriptions statistiques de messages électroniques de type email ou de type post lorsqu'ils sont issus de forums en ligne. J'ai initialement conçu ce logiciel en 2008 pour répondre à des questions de recherche sur les listes de discussion électroniques autour de la santé. L'enjeu était à l'époque de pouvoir faire des statistiques de listes de discussion Yahoo de plusieurs dizaines de milliers de messages. Et à cette époque, aucun logiciel de ce type n'existait. Il a donc fallu partir de zéro. J'ai choisi le langage Java, déjà parce que je ne le connaissais pas et j'avais très envie de m'y plonger. Et puis pour profiter de son aspect multiplateforme, puisqu'il équipe par défaut tous les systèmes d'exploitation, même si ça a un peu changé avec les derniers OS 10 d'Apple. Pour profiter aussi de la rapidité de Java, et comme c'est un des langages objets les plus utilisés, il possède une communauté d'utilisateurs énorme, ce qui me garantissait d'une part des réponses assez rapides à mes problèmes et une durée de vie assez longue. J'ai ensuite essayé au fil des années d'enrichir le logiciel de fonctions supplémentaires. Suite à de nombreuses demandes, une des principales nouveautés a notamment été de pouvoir télécharger des messages de forums en ligne et de ne plus se cantonner à des boîtes mail locales. J'ai aussi implémenté avec le temps le multilinguisme, l'exportation paramétrable des listes. Excusez-moi, il y a la police qui passe sur le boulevard Saint-Michel, j'espère que ça vous a pas fait trop de bruit. La navigation dans les différentes couches de données et un gros travail, le plus difficile finalement pour moi, a été de fournir une interface utilisateur pas trop laide et le plus agréable possible. Voilà, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Avec tous ces changements, j'ai rendu LAM public en 2012 avec la possibilité de le télécharger en tant que logiciel libre sous licence GPL. Il a depuis été téléchargé à peu près 1 millier de fois, a servi dans une demi-douzaine de projets de recherche ici au CSI
et j'ai eu aussi quelques retours de personnes extérieures au monde académique. Donc l'AM s'organise autour de 3 fonctions principales. L'extraction des messages et leur analyse, la manipulation des données, qui englobe les opérations de nettoyage, de sélection, de scission ou de fusion, et l'exportation en vue d'exploitation plus poussée des données à l'aide de SGBD, par exemple, ou des logiciels de statistiques dédiés beaucoup plus performants que l'AM. On commence, alors à partir de maintenant, je vais partager le logiciel LAM. Voilà, donc normalement, vous devriez avoir à l'écran. Dans 2 petites secondes, je regarde, alors attendez, tac, tac, non. Voilà. Donc là, est-ce que vous avez une petite fenêtre avec l'âme écrit français, anglais, English? Alors, oui, donc on le voit. Pour les utilisateurs, pour les participants, vous avez la possibilité de zoomer. Vous avez une petite loupe, enfin la loupe classique avec un plus et un moins dedans pour zoomer et dézoomer. Si vous zoomez, n'oubliez pas de dézoomer à un moment donné parce qu'on a l'impression qu'il nous manque une partie de l'écran. Donc ça, c'est à vous de le faire de votre côté. Ah oui, d'accord. Donc, la première action, c'est de choisir une langue. Pour l'instant, j'ai implémenté que le français et l'anglais. Je n'ai pas eu d'autres demandes, donc j'imagine que ça suffit pour l'instant. Et donc, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc, je crée un nouveau projet. Je l'appelle webinaire MathSHS. J'ajoute une liste Toto. Et ensuite, on a le choix entre l'extraction de 2 types de messages électroniques différents. Donc, des posts qui sont situés sur un forum de discussion en ligne ou des emails situés dans une boîte mail locale, c'est-à-dire présents sur un ordinateur personnel. Dans le premier cas, il va s'agir de repérer les structures HTML sous-jacentes des pages du forum de discussion sélectionnées afin d'en extraire toute l'information possible. Je vais vous montrer un petit exemple d'une structure HTML d'un forum. Donc là, je vais partager en plus. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je partage deux fenêtres? Voilà. Donc là, est-ce que vous voyez mon navigateur? Oui, c'est bon. Du coup, là, il est superposé à la main. D'accord, mais je le fermerai après. Oui. Donc là, on est sur la page d'un forum qui est le forum français sur OpenStreetMap. Et donc, en examinant un peu les éléments de la page HTML, ici, on voit bien donc les balises UL qui sont des balises d'ouverture de l'e-status en HTML. Donc, on a une balise qui indique qu'on va commencer une liste et ensuite, toutes les petites balises LI ici que je survole et qui sont les lignes du tableau. Voilà. À l'intérieur de ces lignes, on va trouver évidemment les cellules. Donc là, la cellule du nombre de topics du forum. Ici, la cellule du nombre de messages du forum. Ici, la cellule qui indique la date du dernier message et le lanceur du dernier message. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce sont ces structures qui vont être compliquées à gérer, puisque si je prends un autre forum qui est celui-là, et que j'examine, donc là, a priori, ça devrait être exactement le même, c'est exactement le même type de présentation, sauf que là, les développeurs ont utilisé des balises table en HTML, qui sont vraiment les balises dédiées pour créer des tableaux sur des pages web. Et donc, on a les balises TR qui sont les lignes du tableau, ici comme ça, et ensuite les balises TH qui vont être les cellules de mon tableau.
on voit peut-être mieux sur une ligne comme ça. Voilà, donc là c'est même des balises TD. Voilà, TD, 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 voilà, tout ça ce sont des cellules. Voilà. Donc on a des structures vraiment très très différentes. Ce qui fait que qu'on va avoir vraiment des difficultés à développer un outil générique pour pouvoir extraire la plupart des données structurées qui vont être en ligne. Voilà, mais ça, j'y reviendrai un peu à la fin dans les limites. Et alors, en ce qui concerne maintenant les emails que l'on reçoit via des listes de discussion, je vais vous en montrer une petite partie ici pour vous dire ce qu'on fait avec ces emails. Alors, je partage, voilà, TextEdit. Voilà, donc ici, on voit l'entête du message. Donc, c'est tout ce qui va nous servir à retrouver les serveurs, enfin bon, ça on ne va pas s'en servir, les serveurs par lesquels on transitait le message, la date d'envoi, l'identifiant du message, le client mail par lequel a été écrit le message, le moteur du message évidemment, les destinataires, etc. Et enfin le corps de message qui se trouve ici. Une des difficultés ici va être aussi, donc, outre l'encodage qui va dépendre de la nationalité des envoyeurs et des clients mail qui sont utilisés pour écrire les messages, une des difficultés va être aussi de repérer cette partie-là qui en fait reprend le message auquel répond le message qu'on est en train d'examiner. Voilà. Donc je reviens sur l'âme après avoir alors j'éteins ça, voilà. Donc là vous devriez avoir seulement l'âme. Voilà, donc je vais sélectionner des messages qui sont situés sur un forum en ligne. Je saisis ici le proxy parce que je me trouve derrière un proxy à l'école des mines. Je vais prendre le forum français sur l'OpenStreetMap. Donc, je rentre d'abord mon proxy. Je colle l'URL qui m'intéresse. Ici, on peut définir un temps de latence entre chaque requête sur le serveur distant. En effet, certains administrateurs de forums règlent leur serveur contre la surcharge de requêtes. C'est-à-dire que le serveur qui va recevoir trop de requêtes en même temps va reconnaître le comportement d'un robot, ce que l'âme finalement est, hein, c'est un robot, et donc le serveur va bannir pendant quelques secondes, voire plusieurs minutes, le robot, c'est-à-dire l'âme. On peut donc régler le paramètre de surcharge afin que l'âme ait un comportement plus lent, qui lui fasse plus ressembler à un humain. Pour notre exemple de forum OpenStreetMap, ce n'est pas le cas, donc on laisse ça à 0. Donc, une fois ces paramètres saisis, on valide et l'âme va analyser la page qu'on lui a donnée et repérer donc les structures que je vous ai montrées tout à l'heure qui vont définir tous les forums qu'il a trouvés. On va choisir le premier topic, là les nouveaux se présentent avec environ 450 topics et on clique sur OK pour que l'âme extrait les messages. Dans la fenêtre activité ici, on voit l'avancement de l'extraction. Alors, on va attendre quelques petites secondes, ça va assez vite. Voilà. Donc une fois que la récupération est terminée, une fenêtre surgit
nous demandant de déterminer des coefficients multiplicateurs qui vont permettre la sélection des locuteurs dominants et des sujets collectifs ou topiques collectifs dans le cas des forums. Ce sont deux indicateurs synthétiques que l'on a fabriqués en amont. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, on clique juste sur OK pour effectuer l'analyse et la séquence d'extraction des messages s'achève. Une fois cette séquence terminée, on peut alors, d'une part, naviguer dans le contenu des messages ici, à gauche de l'onglet structure de liste, et d'autre part, visualiser un certain nombre de statistiques sur cette liste. C'est la partie droite du premier onglet ici, et le deuxième onglet tableau de bord. Pour naviguer dans les messages, j'ai choisi une présentation un peu comme sur un client mail, type Thunderbird ou Mail pour Apple. En fait, avec une première colonne qui présente les sujets, une seconde colonne avec les expéditeurs, et la troisième colonne, la date. Voilà. Alors, chaque colonne est triable, comme ça. On peut visualiser chaque message et chaque conversation simplement en cliquant dessus. Voilà. Et quand je double-clique sur une conversation, on obtient quelques petites données sur cette conversation. Donc on obtient notamment le titre du sujet, le lanceur, la période d'activité, le nombre de messages, le nombre de locuteurs, si c'est une conversation collective ou pas. Donc on verra ça juste après. Et ici, une métadonnée qu'on a pu récupérer parce que le forum la présentait, c'est le nombre de vues du topic. Et ensuite, si on double-clique sur la colonne expéditeur et sur un expéditeur particulier, on obtient des données sur celui-ci. Donc là, on peut visualiser le nombre de messages de l'expéditeur, le nombre de conversations globales et le nombre de conversations collectives auxquelles il a participé, sa période d'activité, le nombre de conversations collectives qui a démarré, le nombre de messages qu'il a émis dans des conversations collectives, si c'est un locuteur dominant ou pas, et ensuite quelques métadonnées si elles sont accessibles. Le rôle, la qualité, activité, le rang. On peut aussi obtenir, alors bon, ça dépend vraiment des forums, mais en général, toutes ces choses-là, elles sont symbolisées soit par des petites étoiles, donc ça c'est le rang, plutôt le rang qu'on a atteint en fonction du nombre de messages qu'on a envoyés, ou du nombre de réponses qu'on a faites, etc. Le nombre de réponses qui ont été acceptées nous donne des points, etc., etc. Donc ça, ce sont toutes des métadonnées qui vont être quelquefois accessibles, d'autres fois non. Voilà. Sur la partie droite ici de l'onglet, on a des statistiques descriptives de la liste. Donc on a le nombre de messages, évidemment, la période de suivi, le nombre de locuteurs, la moyenne des messages par locuteur et par mois, le nombre de conversations. Il s'agit ici d'un forum, donc on va plutôt parler du nombre de topics, la moyenne des locuteurs par topic et la moyenne des messages par topic. Voilà. Et enfin, en dessous, on a un histogramme qui représente la distribution des messages sur la période évaluée. Donc on peut visualiser cette distribution par jour, on peut la visualiser par mois ou par année. Voilà. On peut faire des zooms avant et arrière, comme ça, et obtenir les effectifs de chaque colonne d'histogramme simplement en la survolant. Voilà. Vous voyez ici, 24 mars, etc. On a également accès sur cet onglet aux différents tableaux qui sont générés par les extractions. Alors, on a le tableau des messages. Voilà. Alors, j'espère que pour toutes ces petites choses, vous les voyez et que ça ne se superpose pas forcément au reste. Voilà, donc ça, c'est le tableau des messages. Je le ferme. Le tableau des locuteurs est ici. Voilà. Et le tableau des conversations ici. Voilà.
Donc, ces tableaux contiennent toutes les informations collectées et calculées pour chaque message, locuteur et conversation. Et sur ces tableaux, on a aussi des filtres pour pouvoir sélectionner différents messages en fonction de différents filtres. Par exemple, ici, sur les conversations, je peux choisir de visualiser les conversations qui ont plus de ce sont des petites conversations, donc on va dire 5-10 messages. Voilà. Donc après, plusieurs filtres sont possibles sur la durée, le nombre de messages, le nombre de locuteurs ou le nom du lanceur. Voilà. Donc sur chacun des tableaux, on a des petits filtres comme ça pour visualiser assez rapidement et faire une idée assez rapide de la constitution de la liste. Et donc, le deuxième onglet, qui s'intitule Tableau de bord, se focalise sur des statistiques qui s'appuient sur deux indicateurs synthétiques que l'on a définis lorsqu'on se posait ces questions sur nos listes de discussion et qu'on a définis comme étant donc les locuteurs dominants et les sujets collectifs. On peut paramétrer ces indicateurs en cliquant sur l'icône Analyse, comme cela. Et donc, voici ce que c'est. Alors, les locuteurs dominants se calculent de la manière suivante. Donc, on calcule tout d'abord une intensité moyenne de participation mensuelle. Donc, c'est calculé en fonction du nombre de messages qui ont été écrits par mois. Par exemple, quelqu'un qui a écrit 30 messages en 2 mois aura une intensité de participation de 15. Parallèlement, on calcule l'intensité moyenne de participation, qui est la moyenne des intensités de participation de chaque individu, et on paramètre ensuite un coefficient multiplicateur que l'on applique à cette intensité moyenne afin de déterminer un seuil au-dessus duquel un locuteur sera dit dominant si son intensité de participation lui est supérieure. Voilà. Alors, ces intensités sont visibles sur le tableau des locuteurs dans la colonne ici, intensité. Voilà. Pour calculer les sujets collectifs, c'est un peu le même principe. On va déterminer le nombre moyen de messages par topic et le nombre moyen de locuteurs par topic. On paramètre ensuite un coefficient multiplicateur que l'on va appliquer à ces deux moyennes de manière à déterminer deux seuils au-dessus desquels un topic sera dit collectif. Là aussi, ces moyennes sont visibles dans le tableau des conversations. Donc, ces statistiques sur ces deux indicateurs se regroupent sur l'onglet Tableau de bord, ici. On a d'abord sur la partie gauche, en partant du haut, les seuils de sélection des locuteurs dominants et des sujets collectifs que l'on a déterminés, puis le nombre de locuteurs et de conversations, suivi du nombre de locuteurs dominants et de sujets collectifs. On a enfin ici, tout en bas sur la gauche, le locuteur dominant, qui est le premier des locuteurs dominants, et le sujet collectif, qui est le premier des sujets collectifs. Sur la partie de droite de l'onglet figurent des diagrammes circulaires décrivant des répartitions. Alors, on a d'abord la répartition des locuteurs dominants par rapport aux petits locuteurs, la répartition des sujets collectifs par rapport aux autres sujets plus, on va dire, petits, la répartition des messages selon le type de locuteur, la répartition des messages selon les types de discussion, je descends un petit peu, la répartition des messages dans les sujets collectifs selon les types de locuteurs, ici, la répartition des petits locuteurs et des locuteurs dominants dans les sujets collectifs et les autres sujets, la répartition des locuteurs lanceurs de sujets collectifs, la répartition des sujets collectifs selon les types de lanceurs, et enfin la répartition des lanceurs de sujets collectifs selon leur type, dominant ou petit locuteur. Voilà. Donc, des statistiques vraiment très très sommaires. L'idée étant vraiment ici d'avoir assez vite une vision d'ensemble de la liste de discussion. L'âme ne prétendant absolument pas, enfin, n'est absolument pas un logiciel de statistique. C'est vraiment plutôt de la visualisation. C'est pour ça que dans cette optique, j'ai implémenté
une visualisation pardon, des relations entre locuteurs selon leur participation à des conversations communes. Alors, ça se passe dans cartographier ici, où on a en fait, voilà, je le recentre, donc là on peut zoomer aussi. Donc on a simplement en fait, on crée une visualisation, un réseau des relations entre locuteurs selon leur participation à des conversations communes. Voilà donc une simple concurrence de participation aux conversations, dont on peut montrer évidemment les labels, qui est un peu plus pratique pour se faire une idée des relations, et la fréquence des arcs ici. Donc c'est pas un réseau très dense, on va dire. Voilà, mais bon, ça donne un peu une idée, grâce au code couleur, de la proéminence de certains locuteurs par rapport à d'autres et de leur centralité sur le forum. Voilà. Donc après avoir fait le tour de l'extraction et l'analyse de données, je vais vous parler maintenant de la manipulation des données. Au niveau projet, tout d'abord, ici en cliquant sur projet, on peut avoir besoin d'exporter des listes. On peut aussi importer des listes. On peut également fusionner des listes ou en supprimer. Donc ça, ce sont un peu les fonctions de base sur les listes. Au niveau des listes, on peut vouloir opérer une scission de listes. Alors ça va nous servir pour créer des sous-listes de la liste principale. On a le choix entre deux paramètres, un paramètre locuteur et un paramètre date. Si on choisit le paramètre, donc le paramètre locuteur, c'est qu'on va scinder une liste selon un locuteur particulier. Le paramètre date, on va avoir le choix entre un découpage de la liste selon les jours, selon les mois ou selon les années. Voilà, si là je prends les années, ça va me créer autant de sous-listes de la liste principale qu'il y a d'années de suivi. De la même manière, dans le tableau, alors, hop, je réponds OK. Alors, les analyses ne sont pas encore faites, donc une fois que les sous-listes ont été créées, il faut refaire toutes les analyses. Et de la même manière, si on peut sélectionner dans le tableau des messages un ensemble de messages. Par exemple ici, je vais prendre tous les messages de, mettons, Altio, là. Hop, je clique sur sélection et je crée une liste qui va s'appeler messages d'Altio. Alors, bon, ça ne sert pas grand-chose d'analyser ensuite la liste vu qu'il y a un seul locuteur. Mais bon, après, on va pouvoir l'exporter pour pouvoir la mettre en relation, par exemple, avec d'autres listes. Alors, là, me permet aussi le regroupement des messages d'une liste. Ici. Mais cette fonction ne va être utile que pour des mails issus d'une liste de discussion, car le regroupement va se baser sur le titre du sujet. En effet, celui peut varier dans un mail, car l'utilisateur peut le modifier, alors qu'il ne peut pas l'être sur le forum, puisqu'il n'y a que le lanceur de topic qui définit une bonne fois pour toutes le titre de son topic. Pour les mêmes raisons de plus grande liberté donnée à l'utilisateur, le nettoyage des messages qui se situent ici ne concernera que les messages de type mail et issus de listes de discussion, donc de boîtes mail en local. Voilà, bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet. Et je vais vous présenter maintenant donc, une des dernières grandes fonctionnalités de l'AM, qui est l'exportation
en vue d'analyse plus poussée donc, par d'autres logiciels, parce qu'encore une fois, l'âme ne se prétend vraiment pas un logiciel d'analyse. Donc, c'est en cliquant ici, ça nous permet d'exporter les messages au format CSV. Donc, on peut choisir d'exporter l'ensemble du tableau des messages, du tableau des locuteurs ou du tableau des conversations. Ou alors, faire une sélection dans les messages selon les locuteurs. Bon, là, je vais changer de liste parce que forcément, je n'ai qu'un locuteur. Voilà, donc là, je peux choisir des locuteurs. Donc, je n'aurai exporté que les messages de ces locuteurs. Je peux choisir une date à un intervalle temporel particulier. Je peux choisir des mots particuliers qui vont être dans le sujet ou des mots particuliers qui vont être dans le corps de message. Ou alors, je peux choisir des paramètres de conversation comme le nombre de locuteurs ou le nombre de messages. Voilà. Et à ce moment-là, à chaque fois, j'obtiens des tableaux qui sont facilement importables, notamment dans Access ou dans n'importe quel gestionnaire de base de données, pour pouvoir faire des tables relationnelles et ensuite faire des requêtes sur ces tables pour pouvoir faire des statistiques un peu plus poussées dessus. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant donc les fameuses fonctionnalités de l'âme qui sont dédiées au nettoyage des messages email issus de listes de discussion. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les emails ont des particularités que les posts des forums n'ont pas. C'est-à-dire que c'est un objet beaucoup plus sale, entre guillemets, qu'un message situé sur un forum en ligne. Par exemple, si on reprend l'email que je vous ai montré tout à l'heure, alors je vais repartager, voilà. Alors, pour reconstituer les conversations d'une liste de discussions, on se base sur l'identifiant du message, qui est ici, voilà, et la métadonnée InReply2, qui se trouve ici. Voilà. Donc, chaque message possède un identifiant unique, ce qui fait qu'on peut retrouver facilement le message auquel il répond. Seulement, l'expérience nous a montré qu'il y avait de nombreux biais à ce système qui peut paraître pourtant infaillible. Par exemple, certains utilisateurs répondent à un mail et vont changer le sujet et vont ensuite l'envoyer à la liste. D'autres vont reprendre un sujet utilisé précédemment sur un mail de réponse à un autre sujet, ce qui fait qu'une conversation va en fait se poursuivre longuement après sa clôture. Et enfin, l'utilisateur peut aussi vouloir modifier son pseudo. Heureusement pour nous, l'entête d'un email possède d'autres informations comme l'email de l'envoyeur. Donc, je le retrouve, il est... Tac, 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 tac. Voilà, c'est la méta from ici. Donc ici, on a l'email et ici le pseudo. Donc même si ce monsieur ou cette dame change de pseudo et ne change pas de mail, on pourra toujours le retrouver grâce à son mail ici. Et ce qui est plutôt bien, donc ça c'est une liste Google. Ce qu'il y avait bien sur les listes Yahoo, c'était que Yahoo donnait lui-même un identifiant de groupe aux membres de la liste et un profil aussi unique aux membres de la liste. Donc ça, c'est quand même assez pratique pour retrouver les personnes. Donc, je vais créer une nouvelle liste. Donc celle-là, je vais l'appeler Tata. Voilà. Donc là, je vais importer des messages qui sont situés sur une boîte aux lettres locale. Voilà, je prends ici. Donc là, il s'agit d'une liste
sur un moteur de base de données qui s'appelle H2. Voilà, donc bon là, on a exactement pareil que ce qu'on avait tout à l'heure avec les messages issus de forum. Sauf que maintenant, on va pouvoir nettoyer un peu les messages, notamment les sujets et les locuteurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bon là, on s'en rend pas trop compte sur 624 messages, mais je vous assure que sur une liste qui a 200 000 messages, on se retrouve avec un bruit absolument énorme. Voilà. Donc, alors, par contre, ça il faut le noter, c'est qu'à ce niveau, les opérations qu'on va effectuer vont modifier les messages qui ont été importés. Donc, ce sont des opérations irréversibles. Et donc, pour revenir à un état antérieur des messages, il faudra les réimporter. Donc, on va commencer par faire un peu de nettoyage sur les locuteurs de messages. Le nombre, donc, on peut repérer ici le nombre de locuteurs qui est de 128. D'accord? Donc, on fait message nettoyer les locuteurs. Alors, la version automatique du nettoyage, c'est justement une version qui s'appuie sur l'identifiant Yahoo qu'on ne peut pas utiliser sur cette liste-là. Comme je disais tout à l'heure, les listes Yahoo que je possède, ce sont des listes très très privées puisqu'il s'agit de listes de patients, donc de gens malades qui parlent de leur maladie. Voilà, donc je ne voulais pas exposer ça en vidéo. Donc en cliquant sur la colonne de tri des mails, voilà, l'âme m'indique des similitudes par des nuances de gris. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien. Mais par exemple, pour ce monsieur là ici, voilà, donc lui il nous indique deux noms, Marius Kruger et Amanika, deux noms de pseudo, donc ça ce sont des pseudos, voilà, alors que son mail ici est le même, amanik@gmail.com. Voilà. Donc pour modifier cela, il suffit que je clique ici sur Marius Kruger. Donc ici je peux changer le nom, mais là je décide de garder le même nom. Et je vais modifier le nom de l'expéditeur ici pour tous les locuteurs qui ont le même mail. Voilà. Donc là, j'ai effectué 3 modifications. Donc il y avait trois messages qui avaient été utilisés par Amanika, enfin qui avaient été envoyés par Amanika, alors que et cette Amanika était une personne qui s'appelait aussi Marius Kruger. Enfin, c'était la même personne. Et ça, on l'a repéré avec le mail ici. Voilà. Donc, évidemment, c'est très fastidieux d'opérer ça sur des très longues listes, hein, parce que là, sur seulement 624 messages, on a, donc celui-là, on l'a fait. Ici, on en a un autre, donc quelqu'un qui a changé de pseudo. Ici, on en a un. Voilà, encore un. Voilà, ici, pareil. Pareil ici. Ici, pareil. Voilà, bon, mettons, on va en avoir peut-être 10, 15 ici. D'accord? Alors, une autre possibilité, donc une fois que j'ai fait tout ça, je valide. Et donc là, j'ai modifié un locuteur et mon nombre de locuteurs tombe à 127. Il était à 128 tout à l'heure. Donc à chaque fois que je vais opérer comme ça un nettoyage, ça va vraiment me faire tomber soit mon nombre de locuteurs ou ce qu'on va voir aussi tout à l'heure, le nombre de conversations. Voilà. Ce qui peut être bien aussi sur les locuteurs, c'est d'opérer le nettoyage en chargeant un fichier de correspondance qui se présente tout simplement, en fait ici on exporte d'abord
le tableau des locuteurs, on enregistre. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir en fait faire tout ça indépendamment de l'âme. Donc sur les grosses listes, ça peut être assez pratique. Il suffit juste que je le retrouve. Alors, où est-ce que c'était? C'était ici. Ici. Voilà, donc c'est un fichier Excel. Ah oui, mince, il faut que je partage, excusez-moi. Donc je partage une application. Voilà. Voilà. Donc c'est simplement un fichier avec deux colonnes. Ici la colonne de gauche, ici la colonne de droite sur laquelle on va appliquer, enfin on va changer les noms pour pouvoir remplacer les noms de la colonne de gauche qui vont nous paraître identiques. Voilà. Je ne vais pas enregistrer. Alors là par contre, pourquoi j'ai deux... Ah oui, j'ai encore... Excusez-moi, je fais un peu de ménage, parce que j'ai l'impression que je partageais beaucoup trop de fenêtres. J'espère que ça n'a pas trop gêné. Voilà. Et donc on peut passer au nettoyage des sujets. Donc là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sujets des listes, donc là on reste vraiment dans les listes de discussion, donc on n'est plus sur les forums, vraiment les données issues des forums sont vraiment des données très très propres. Donc là on ne parle que des listes de discussion, dont les sujets peuvent avoir vraiment énormément de bruit, puisque chaque membre de la liste peut reprendre un vieux sujet, le modifier ou alors rajouter des choses dans le sujet, alors que le sujet finalement sera poursuivi, enfin que la conversation sera poursuivie, et donc on ne va pas pouvoir se baser sur les métadonnées pour retracer les conversations. Donc, pour nettoyer des sujets, plusieurs possibilités. Donc on a une fonction de nettoyage automatique qui est basée sur les caractères ou les mots qui sont entre crochets et qui sont situés donc, dans le sujet. Voilà. Par exemple, ici, on voit que need advice a été cité 6 fois, voilà, et qu'il y a d'autres caractères entre crochets qui ont été cités. Alors, c'est vrai que là, c'est un nettoyage, enfin, c'est pas vraiment, en fait, c'est une fonction implémentée suite à l'expérience qu'on a eue des listes de discussion auxquelles on avait affaire, puisque en fait, on a bien vu que, on a remarqué que les mots, que beaucoup de termes entre crochets, en fait, ne faisaient que reprendre notamment le nom de la liste ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ce nettoyage automatique se contente finalement de repérer les mots entre crochets. Voilà. Alors, c'est vrai que ces nettoyages, si je reprends le tableau des messages, ces nettoyages, il faut vraiment faire attention et il faut finalement bien connaître la liste pour pouvoir les utiliser, parce qu'on peut, alors c'était vrai sur les locuteurs, même particulièrement sur les locuteurs, c'est-à-dire que
enfin, je sais que nous, on connaissait finalement bien les membres de liste qu'on observait. Donc c'est comme ça qu'on pouvait faire aussi des correspondances. Bon, on était un petit peu aidé avec l'âme pour repérer des correspondances qu'on n'avait pas forcément saisies. Mais en tout cas, enfin, de connaître les individus qu'on observait nous a quand même pas mal aidé. Et sur les sujets, c'est un petit peu pareil aussi. C'est pour ça que j'ai ouvert ici le tableau des messages. Puisque avant, vu qu'on va supprimer des choses dans les sujets, il faut quand même bien se rendre compte de ce qu'on va supprimer. Donc là, par exemple, je retrouve le need advice qui est dans ces 6 messages ici. Voilà, donc là, on peut s'apercevoir qu'on va supprimer quelque chose qui finalement ne va pas trop nous manquer, puisque après le titre, puisqu'après arrive le vrai titre du sujet. Donc bon, là, évidemment, c'est sur 624 messages. Il faut bien voir que, encore une fois, sur 200 000 messages, on a des caractères dans tous les sens, des blancs, de la ponctuation dans tous les sens, plutôt, enfin, des caractères, c'est normal, mais de la ponctuation dans tous les sens. Et donc, bon, c'est là que vraiment va nous aider vraiment cette fonction de nettoyage de l'âme. Voilà. Donc, si je la reprends, voilà. Donc là, je vois bien le lead advice qui a été cité 6 fois. Je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Et donc, là, on passe, si je reprends ici mon tableau des messages, voilà, ça devait être, je ne m'en rappelle plus, mais bon, il a été supprimé. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des données un petit peu plus propres. Alors aussi, il y a une fonction de nettoyage des sujets qui va se faire manuellement. Là, c'est tout simplement avec un recherche en place. Donc, on saisit un mot ici, on lance la fonction et elle va supprimer dans les sujets les mots qu'on a saisis. Voilà. Donc là aussi, il faut faire quand même avoir une assez bonne connaissance quand même de la liste sur laquelle on est en train d'opérer pour ne pas se retrouver à modifier trop en profondeur les sujets. Donc après avoir nettoyé les sujets et les locuteurs, donc on va pouvoir opérer le regroupement de messages. Donc ça, c'est une action qui se base donc sur le sujet des messages dont on a supprimé tous les espaces et la ponctuation et que l'on a tronqué à 15 caractères. Donc le premier regroupement de messages, donc une fois qu'on a nettoyé les sujets, nettoyé les locuteurs, mais là c'est surtout pour les sujets, enfin c'est pour les sujets. Du coup, on va se retrouver donc avec des messages qui vont être disséminés dans la liste et qui vont pourtant avoir le même sujet. Une fois qu'on va avoir enlevé certains mots entre crochets, ben, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est une discussion qui est reprise d'un message qui a 2 mois. Voilà, donc c'est ici qu'on peut regrouper des messages de la liste. Donc le premier paramètre de regroupement est un paramètre de temps ou de nombre de messages. Le principe, c'est qu'on va ajouter à des conversations existantes des messages ayant le même sujet dans un intervalle, donc ici de X jours ou ici de X messages. Ces 2 paramètres sont accompagnés de la détermination d'une distance de Levenshtein qui se trouve ici, maximale, qui va comparer la similarité des chaînes de caractères des sujets. Donc là, on a déterminé une distance de
une similarité de un caractère de différence. On peut mettre 2, on peut mettre 3, etc. dans la limite évidemment de 15, puisque le travail s'effectue sur des sujets tronqués à 15 caractères. Bon, en général, on met 1 ou maximum 2 pour pas non plus trop regrouper des messages dans des conversations qui n'auraient pas trop de rapport. Dans notre exemple, sans regroupement de messages, et si l'on se base uniquement sur la métadonnée InReplyTo que je vous ai montré tout à l'heure, on a ici 177 conversations. Et si l'on regroupe, si l'on applique le paramètre de regroupement des messages jour, c'est-à-dire dont le sujet tronqué est équivalent à un caractère près dans un intervalle de 30 jours, je fais OK, voilà, et là on est passé à 166 conversations. Voilà, donc on a pu quand même redispatcher 11 messages dans des conversations existantes, probablement des messages qui étaient disséminés dans la liste, qu'on a pu réaffecter à des conversations. Voilà, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je pourrais peut-être juste, pour finir, parler des évolutions futures du logiciel. Voilà, une des grosses limites de l'AM concerne l'extraction de messages sur des forums en ligne. En effet, pour l'instant, les différentes structures extractives sont codées en dur dans le logiciel. Donc ça, je parle des structures HTML dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, vu qu'on était assez pressé par le temps, je suis parti tout de suite sur un codage en dur de ces structures dans le logiciel, ce qui fait que la flexibilité est absolument, est quasi nulle. Alors même si un grand nombre de forums sont pris en charge parce qu'ils se basent sur un CMS des forums qui s'appelle PHPDB et qui concerne 70% des forums qui sont sur le web. Mais pour pallier à ça, j'ai développé cette année un plugin pour Chrome qui permettra à l'utilisateur de sélectionner lui-même les zones qui lui paraissent intéressantes sur la page qu'il est en train de visualiser, de manière à fournir ensuite à l'AM la structure HTML sous-jacente à extraire. Donc pour l'instant le plugin est terminé, il n'est pas encore implémenté dans l'AM, mais quand ce sera fait, normalement n'importe qui devrait pouvoir récupérer n'importe quelle donnée structurée située sur le web. Voilà. Bien, ben, merci beaucoup Frédéric. Alors, d'abord, c'est juste une petite remarque. Moi, j'avais un peu utilisé l'AM, pas forcément jusqu'au bout, et je suis vraiment impressionné du travail qu'il y a derrière. Si tu peux nous dire, de manière un peu anecdotique, mais nous préciser au moins le temps que tu as passé pour développer ce logiciel. Après, j'ai vraiment des questions très factuelles, notamment sur l'import des fichiers. Est-ce qu'on est un peu limité sur des gros volumes ou des grosses messageries en termes de temps d'import? Et après, j'ai l'impression que l'AM duplique les messages localement, même si c'est que du texte, parce que ça prend pas mal de place. Et puis, effectivement, donc on a tous des messageries qui peuvent être différentes. Est-ce que dans certains cas où les messages sont stockés dans des formats particuliers, il y a des logiciels où tu as des manips à faire assez simples pour remettre les messages électroniques dans un format qui soit directement lisible par l'AM. Et puis, du coup, ça c'est vraiment plutôt une question de béotien, un peu sur l'analyse des mails ou des forums de discussion. Est-ce que, des fois, ça vaut pas le coup, pour quelle raison? Alors, je sais, je me doute, des forums très très pauvres,
où il y a peu d'utilisateurs, mais c'est par exemple, il y a un moment, tu dis, voilà, donc je crois que c'était sur les données de cancer, tu dis, on a fini, enfin, on connaissait les personnes, vous les connaissiez, c'était quoi? C'était à travers leurs échanges, à travers l'analyse de leurs échanges sur le forum que vous les connaissiez pas personnellement, quoi. C'était, Oui, personnellement aussi, parce qu'il se trouve qu'on avait on avait une chercheuse qui était enfin, qui suivait aussi les gens dans leur association. Donc, il y avait vraiment des relations, enfin, ils avaient vraiment joué le jeu d'ouverture totale de leurs instances de discussion. Donc, on pouvait participer à leur conseil d'administration, leur AG et donc leur discussion en ligne. Voilà. Alors, et puis après, enfin, il y a genre qui dit ouais, que l'âme avait des difficultés pour suivre les évolutions, enfin soit des forums et tout ça. Toi, par rapport à l'âme, tu vas continuer à l'implémenter, à le développer, ou enfin, voilà, c'est des questions un peu générales sur le logiciel et sur voilà, l'analyse de messages de forums en ligne, quoi. alors pour répondre à la question là sur l'implantation de fichiers, alors non, vraiment il peut manger. Alors je crois peut-être j'ai dû enfin juste une petite explication avec Java en fait. Sur chaque ordinateur, donc où Java est installé, on a une machine Java virtuelle qu'on peut paramétrer. Et notamment, on peut la paramétrer enfin, on peut paramétrer la mémoire. Donc, en augmentant la mémoire de la machine Java virtuelle, on augmente forcément la puissance de l'âme. Et par exemple, en utilisant peut-être 8-10 gigas de mémoire, moi j'ai déjà réussi à importer 650 000 messages. Donc ça commence à faire des listes. Alors bon, après ça prend du temps, c'est clair. Dès que tu fais une opération sur la liste, notamment par exemple créer des sous-listes par année, etc., ça prend du temps. Alors quand je parle de temps, c'est pas des jours, hein, enfin c'est même pas des heures, mais ça va prendre 20 minutes, une demi-heure par exemple. Enfin, ce qui peut paraître, c'est vrai que ça paraît long comme ça, parce qu'on souvent quand on est sur un logiciel, on teste dès que ça prend plus de 3 secondes. Après, sur 650 000 messages, ça vaut quand même le coup d'attendre un petit peu. Enfin, pour nous, en tout cas, ça valait le coup. Et puis après, il y a sûrement aussi un travail d'optimisation à faire que j'ai pas forcément fait parce que, alors, donc là, c'est pour répondre à ta première question. C'est vrai que ça demande énormément de temps. J'ai commencé en 2008, donc ça fait presque 10 ans. Alors, c'est pas du tout mon projet principal. Alors ça a été tout au début évidemment, mais depuis 5-6 ans, voilà, c'est plutôt un passe-temps, dans le sens où je m'y mets dès que j'ai un petit créneau comme ça qui se libère, etc. Là, j'essaye de relancer un petit peu la chose avec le développement du plugin Chrome, parce que, enfin, c'est vrai quand même que la grosse limite, selon moi, et puis avec le fait que les données soient de plus en plus situées en ligne, et on a vraiment, enfin, j'essaye aussi d'effectuer une veille sur les outils pouvant faire du scrapping comme ça en ligne. Il y en a plein, il y en a vraiment plein, mais ça ne marche pas. Enfin, il y en a plein qui ne marchent pas. Il y en a plein qui sont des projets de mémoire, de mémoire d'informatique, des mémoires de thèse, des choses comme ça. Donc, ils vont pas forcément suivre les technologies une fois et puis ils vont pas être mis à jour, quoi, tout simplement. Donc, je pense qu'un des gros enjeux pour moi maintenant, c'est vraiment de coupler le plugin que j'ai fait cette année dans l'âme. Et vraiment, enfin, j'espère que quand ça sera fait, vraiment, on aura un outil qui sera beaucoup plus extensible dans le temps. Donc, alors, parce que il y a aussi plein de bugs, etc. Donc, bon, ça aussi, c'est aussi
Il y a aussi un gros boulot pour résoudre les bugs. Il y a un gros boulot sûrement aussi à faire sur l'interface. Il faudrait que je travaille avec un designer. Il y a sûrement aussi un gros boulot à faire sur le code, parce qu'il y a sûrement plein de codes qui pourraient être optimisés et améliorés. Voilà, donc sur le temps passé, bon, c'est vraiment, ça a été beaucoup, en temps cumulé, c'est énorme, mais par exemple cette année, j'y ai absolument pas touché. J'ai répondu comme ça à quelques petites commandes, mais j'ai absolument pas touché parce que dès que je remets les doigts dedans, faut que je me refamiliarise avec justement tous les concepts que j'avais créés à cette époque-là. Avec toutes les classes que j'avais créées, donc c'est vraiment un gros boulot. Il faut au moins 1 ou 2 jours à chaque fois avant de me remettre dedans. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai plein d'autres choses à faire aussi, donc j'ai pas forcément même juste un jour ou deux où je peux faire vraiment que ça. Ou alors il faudrait que je le fasse chez moi, mais là j'ai pas trop envie non plus. Et puis, voilà. Alors pour les futurs développements, je vois surtout donc ce couplage du plugin que j'ai fait avec l'âme. Et puis, après aussi, il y a, je vais peut-être pas énumérer tout, mais à la limite, un logiciel, ça n'a jamais vraiment de fin, quoi. On peut toujours, c'est bien à un moment donné de faire une version à peu près stable, mais même là encore, il y a des bugs, il y a des sorties de fonctions, des erreurs qui ne sont pas gérées. Donc tout d'un coup, c'est ce qui s'est passé quand toi tu l'as utilisé, par exemple, il y avait un petit truc qui n'était pas géré, mais l'erreur n'était pas prévue. Donc pour toi, c'était juste un logiciel qui se bloque, tu ne sais pas pourquoi. Alors qu'avec juste une petite correction, du code, voilà, le truc a marché, quoi. Donc voilà. Très bien. Donc, moi, j'ai d'autres questions, mais je vais peut-être laisser la parole aux participants. Donc, soit vous posez les questions via l'utilitaire de questions et réponses, ou éventuellement, vous pouvez réactiver vos micros pour poser la question. Et dans ces cas-là, vous pensez à recouper le micro après. Ça évite d'avoir des sons, des bruits, des nuisances sonores. Alors, je vois pas de questions. Alors, moi, j'en ai vraiment une idiote, Frédéric, alors, je suis vachement impressionné effectivement par, ça a l'air super simple d'utilisation, et même si il y avait que 2000 messages rapides, etc. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qu'on en fait, mais là c'est vraiment sociaux plutôt, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. C'est-à-dire, une fois que tu as extrait, tu as dit qu'on pouvait l'exporter, donc j'étais surprise que tu as cité Access, moi je pensais que tu allais citer R ou quelque chose pour faire de l'analyse de réseau. Parce que j'imagine que c'est de l'analyse de réseau que vous faites après au CSI avec ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, pas forcément. Non, on a fait plein de profilage aussi, pas mal d'analyses sectorielles. Non, là je parlais d'Access pour parler de base de données en fait, relationnelles pour pouvoir faire des requêtes, notamment pour l'analyse réseau. Moi je passe pas mal par ça quand même pour faire les concurrences. Et puis après, de l'analyse réseau évidemment, mais après c'est tout le panel il y a pas mal d'analyses textuelles aussi. Tout ça avec R effectivement parce que moi je suis un gros utilisateur de R. Après chacun utilise. L'important pour moi en tout cas c'était de pouvoir faire un export sous un format CSV qui est un format quand même assez partagé. Et puis après, chacun fait sa petite tambouille avec ça, quoi. Juste sur l'export, c'est t'exportes un fichier qui devient une table
Et après, c'est dans ton système de gestion de base de données que tu refais des tables, des vraiment tu optimises, mais tu exportes, tu as un seul fichier CSV à l'export. Non, j'ai trois fichiers. J'ai Ah, le d'accord. fichier des messages, le fichier des locuteurs Ah, ok. et le fichier des conversations. Alors, justement, ça me fait penser, j'ai pas répondu tout à l'heure au poids que ça peut faire. Bah non, en fait, c'est très léger parce que je ne touche pas aux messages, les messages ils restent. J'ai absolument pas une copie. Je les copie en tant qu'objet Java. Donc, bon, ça, 600 000 messages, ça commence à prendre de la place. Mais là, 2000, 3000, 10 000 messages, on arrive peut-être à 1 ou 2 mégas. Donc, c'est vraiment très, très léger. Mais oui, oui, euh, on peut exporter ouais, les trois tableaux que je vous ai montrés, on peut les exporter. Ouais. Alors, il y a Eric Zoltukin, donc qui pose une question par écrit. Donc lui, il est intéressé, en fait, donc il travaille dans un service de diffusion de fichiers de données statistiques auprès des chercheurs. Donc il y a pas mal d'échanges, à la fois avec les utilisateurs ou avec les producteurs. Et il se demande si on peut utiliser l'AM dans un but de rechercher des infos dans ces mails. C'est vrai que c'est une question qui m'était posée, c'est-à-dire que moi j'utilise Thunderbird, s'il faut faire une recherche un peu compliquée avec deux ou trois, je sais pas, paramètres, des fois c'est pas évident de s'y retrouver. Et je vais prolonger un peu la question d'Eric. C'est vrai que j'ai l'impression que l'AM permettrait d'avoir une espèce d'outil de constitution de corpus de mails ou là où en fait moi j'aurais été un peu dépourvu, j'aurais peut-être fait des bêtes copier-coller ou un énorme fichier à plat, enfin un peu foutoir avec plein de trucs dedans, la recherche des balises pour délimiter retrouver les utilisateurs, délimiter les messages. Donc il y a le côté un peu détournement de l'âme, à la fois côté gestion navigation dans les mails et puis constitution de corpus quoi. Moi, c'est vrai. Je l'ai fait sur mes boîtes aux lettres. Euh, Par exemple, dans mon labo, pour voir qui c'est qu'on voit le plus de mails, ce genre de choses. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le but premier, mais on peut tout à fait détourner le logiciel ouais, pour faire ce genre de choses. Alors, après, moi, ça me paraît quand même un peu compliqué. En ce qui concerne Thunderbird, il y a quand même des bonnes fonctions de recherche. Donc, on retrouve assez facilement les mails avec la fonction de recherche de Thunderbird. Pour mail d'Apple, c'est un petit peu pareil. J'imagine que tous les clients mail maintenant ont des fonctions quand même assez avancées de recherche de messages. Donc, mais pourquoi pas? Après, bon, c'est chacun. Il n'y a pas, d'utilisation précise finalement du logiciel. Hein. Chacun l'utilise comme il veut. Si on peut le détourner, ça veut dire que c'est une utilisation possible aussi. Moi, j'avais une autre question. Là, je pense que ça va être dans un développement futur, mais si jamais, par exemple, donc j'importe un forum de discussion qui m'intéresse, etc., je fais le traitement, gna gna gna, ça me prend bien une année, et donc, évidemment, avant de faire la publication, je veux refaire le traitement sur pour avoir les données mises à jour, en quelque sorte. Je suis obligé de refaire toutes les opérations ou j'ai un moyen de dire je veux refaire le même traitement parce que je veux dire quoi, est-ce que j'ai une traçabilité de façon stats, ça prendrait 2 secondes de faire de relancer le même programme sur des données différentes. Est-ce que j'ai une possibilité de faire la même chose? Je vais devoir me refaire à la main tout. Non, alors pour ce qui s'agit d'extraction de messages, pour les messages qui sont sur des forums, en fait, il repère si c'est un forum que tu as déjà importé, enfin, si les messages, tu les as déjà importés. Donc, dans ce cas-là, il va faire juste un update. Et puis après, pour tous les, je dis, enfin, pour moi, ce ne sont pas vraiment des statistiques, donc il n'y a pas vraiment de travail effectué. C'est vraiment plus un tableau de bord descriptif, un peu visuellement, voilà, histoire d'avoir comme ça quelques données d'ensemble.
Donc, Mais je pensais à tes regroupements, là, quand tu vas regrouper les messages, quand tu vas refusionner les utilisateurs, etc. Ça va falloir que je le refasse ou bah, faut que je bah, garde une trace? alors ça, par exemple, si tu as utilisé un fichier de correspondance, du coup, ton fichier il est enregistré sur ton ordi et tu as juste à l'importer pour l'appliquer sur la liste des logins. D'accord. Mhm. Et après, alors toujours une question, parce que vraiment je suis nul en analyse de réseau, etc. Et j'étais un peu surpris, par exemple, si la personne fait le choix d'avoir 2 logins, j'étais surpris qu'on le regroupe quand même, parce que je me disais que s'il avait 2 logins, c'est peut-être parce qu'il cherchait à dire 2 choses différentes sous ces 2 identités. C'est ça ce que je veux dire? Ouais, mais C'est juste un bug informatique parce que le type, je pense pas à changer, comme par exemple Eric, souvent il nous écrit avec le mail à 10 parce qu'il pense pas à changer son mail. si, ça je pense. Non, non, je pense vraiment, c'est à un moment donné, enfin, tu vois, sur les forums, tu peux changer, enfin, sur les listes aussi, hein, tu as toujours un profil qui t'est attaché et que tu peux modifier. Donc, par exemple, enfin, moi, sur cette liste H2, là, je me suis changé à un moment donné. J'ai envoyé 3 messages avec Frédéric Vergniaud écrit en minuscules. Et j'ai changé à un moment sur mon profil, j'ai mis S majuscule et D majuscule. Tu vois. Donc ça peut être des petites choses comme ça, sauf que ton identifiant ne change absolument pas, donc la plupart du temps c'est ton mail. Et par contre, c'est vraiment euh, enfin, quand tu vas essayer de faire, de, enfin, de repérer des noms de pseudo, c'est là que tu vas avoir un problème en fait. Donc enfin, c'est pour ça qu'on a choisi de développer des fonctions comme ça de nettoyage de pseudo, parce que ça nous posait vraiment des gros problèmes quand même. Donc là encore une fois, c'est vrai que sur une liste de 600 messages, c'est enfin, c'est pas forcément très très voyant, sauf que quand même même sur 600 messages, il y avait peut-être une cinquantaine de messages qui étaient mal, enfin, dont le pseudo était mauvais, enfin, ou qu'on pouvait regrouper en tout cas sous une autre étiquette de pseudo. Mais sur une liste beaucoup plus grosse, ça pose vraiment des gros soucis et on peut passer comme ça à la trappe 10-15% des messages, quoi. Alors, du coup, il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le module de questions et réponses. Il y en a une qui vient de Justine Vincent, que j'ai rencontrée aussi, c'est-à-dire que on renseigne l'adresse d'un forum, on voit bien que le forum est parcouru par l'âme, et pour un des topics, il nous retourne une erreur 404. Pour un des topics, c'est-à-dire C'est-à-dire que par exemple, il y a plusieurs. un des forums, c'est-à-dire Ouais, il bloque et fait une erreur. ouais, Alors ça peut être un problème de surcharge, justement. En fait, on est vu par le serveur comme un robot et le serveur est configuré pour rejeter les robots. Donc d'accord. déjà, il faut commencer par régler la surcharge. Donc en général, on va mettre 10 ou 20 millisecondes, enfin 1000 ou 2000 millisecondes. Et ensuite, alors après, ça peut être la structure qui n'est pas prise en charge par l'âme. Donc là, à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'inconvénient actuel de ce logiciel, c'est-à-dire que c'est codé en dur. Donc si la structure n'est pas prévue, ça nous jette. Alors, je vais poser ma question autrement, c'est-à-dire que l'âme peut lire certains sujets du forum et pas les autres. Ouais, parce que tu peux avoir non, c'est pas un sujet qui va te bloquer, c'est une structure de page. D'accord. Donc tu peux avoir des pages principales, tu arrives sur un forum, tu as une liste de forums. Après tu cliques sur un des forums, tu as une liste de topics. Tu cliques sur un topic et là tu as une liste de messages avec évidemment à chaque fois des pages de topics et des pages de messages. Donc tu peux avoir des forums qui vont avoir les mêmes structures de pages de forum,
les mêmes structures de pages de topic, mais pas la même structure de page de message. Tu vois? Donc, ce qui va bien marcher pour les forums et les topics va planter pour les messages. Et donc, c'est là que ça va faire vivre là. Donc, c'est en ça que la structure, enfin, c'est en ça que je parle de structure non implémentée dans l'âme. D'accord. Et sinon, il y avait une question pour importer donc des listes, enfin des messages qui sont issus de listes de diffusion. Par exemple, Maté SHS. Tu peux préciser comment on fait? Alors, il faut être abonné à la liste d'abord, c'est-à-dire les recevoir dans son mail, sur son ordinateur, je veux dire. Et ensuite, il faut aller, alors bon, ça dépend des clients mail. Par exemple, alors là, je reprends juste une petite seconde. Grégoire parle d'Outlook, mais je craindrais que ce ne soit pas compatible, je te le dis. Si, Outlook, c'est du MBX, hein, je crois. Alors, bon, j'ai vu que dernièrement, parce qu'encore une fois, ça fait plus d'1 an que j'ai pas touché à tout ça, donc il y a des formats qui ont peut-être changé. Mais en fait, il faut repérer ou chercher sur Internet, en tout cas, où est son profil de mail sur son ordi. Par exemple, sous Windows 7, les fichiers Inbox RD, ils sont dans donc C2 points, utilisateur, le nom d'utilisateur, AppData, roaming, sachant qu'AppData est un fichier caché. Donc, il faut d'abord cocher la petite case dans Windows qui affiche le fichier caché, aller dans roaming, aller dans Thunderbird, aller dans profil. Là, tu as un fichier qui s'appelle, tu as un nom de profil .default. Et encore en dessous, tu as un répertoire mail où tu vas trouver tes mails et tes boîtes aux lettres. Sous OS 10, c'est encore autre chose. Sous Apple Mail, ça va être autre chose, etc., etc. Donc après, chacun se doit de regarder. Enfin, j'ai pas vraiment tout recensé, puis en plus, ça change quasiment à chaque grosse version des logiciels. Donc ça, je sais pas. Je ne saurais pas vraiment dire pour chaque client mail où trouver son profil et où trouver la boîte qu'on veut importer. Parce que forcément, les mails de Maté, ils arrivent donc sur notre client mail. Le client mail le range quelque part sur son ordi et c'est ce quelque part qu'il faut retrouver en fait. Et du coup, je rebondis sur la question que je t'avais posée tout à l'heure. On n'a pas d'outil de transfert de mail, enfin il y a pas. Bah, alors, Enfin, pas implémenté dans l'âme, hein, je sais pas, mais toi, tu connais pas un truc qui. Bah, sur tous les clients, tu as une fonction d'export de messages. Alors, ça j'ai jamais vraiment utilisé. Mais tu peux, alors ça doit te faire un fichier d'archives, je ne sais pas quel format, mais qui doit contenir tous tes fichiers EML, enfin EML étant le format mail en fait. Donc c'est peut-être une manière un peu plus simple de retrouver tes messages en fait. D'accord. Parce que si on peut pas indiquer à l'âme un répertoire qui contient, je sais pas, enfin, un ensemble de messages au format EML. Si, enfin, quand tu ajoutes des messages, Ouais. tu peux pointer vers ce répertoire-là. Même si c'est pas au format box, on peut. Il faut que ça soit. Alors, de toute manière, ça prendra tout type de message EML ou EMLX. Il y a peut-être du coup, bon,
je ne retrouve plus. Parce qu'en gros, après, les clients donc, qui reçoivent le message qui est forcément un EML, ils le reçoivent et après ils vont le ranger dans des boîtes et ce sont ces boîtes qui vont avoir des formats propriétaires. Donc c'est là qu'on trouve du Nbox, Nbox RD, du NBX, du etc., etc. Et ça, des fois, c'est compressé. Donc, si c'est compressé, là, on ne va pas pouvoir le décompresser. Par contre, toi, tu vas pouvoir le décompresser avec un outil que tu vas trouver sur Internet pour te créer juste un répertoire propre avec tous tes fichiers UML dedans. Donc, vaut mieux passer par ça. D'accord. Alors, je vais poser là une question de Frédéric. En termes d'ergonomie, y a-t-il un sens aux couleurs utilisées, par exemple les différents grisés, du plus clair au plus foncé, qui pointent sur une même adresse web? Non, non, absolument pas. Non, non, c'est juste comme ça. C'est complètement arbitraire de choisir des nuances de gris. Voilà, des fois d'ailleurs, c'est pas très lisible, donc je pense qu'il faudra changer ça. Mais non, non, il n'y a pas de signification particulière, si ce n'est que du coup, si je travaille sur le mail, un même mail va être de la même couleur que le cadre. Bon, bah, t'as de la chance, il n'y a pas beaucoup de cartographes aujourd'hui, on va pas se reprocher de ne pas faire de sémiologie. Alors, on approche de la fin, je refais le... Ah, et Frédéric, donc, et dans les tableaux, les lignes en mauve, c'est juste pour distinguer les différentes lignes. C'est Ouais. ouais. Dans le graphe que tu avais montré, en revanche, le rouge avait l'air d'être des centres de réseau, des nœuds de réseau, non? Ah oui, oui, en rouge, ce sont les locuteurs dominants. D'accord. Ouais. Non, non, pour les tableaux, ça désigne juste la sélection. Ah oui, non, ah oui, d'accord. Donc, je vois de quoi vous parlez en fait. C'est dans les tableaux de conversation où, alors effectivement, alors je vais repasser deux petites secondes. Je vais repasser sur le partage. Voilà ici. Voilà. Donc effectivement, donc dans les tableaux de messages, on n'a pas de couleur. D'accord. Effectivement, dans les tableaux de locuteurs, on a... ah oui, alors ça c'est ma liste toute pourrie. Je vais reprendre celle-là. Voilà. Dans les tableaux de locuteurs, donc on a en rouge les locuteurs qu'on a définis, qu'on a paramétrés comme dominants, et en bleu, ce qu'on va appeler les petits locuteurs. Et effectivement, dans le tableau des conversations, on a les sujets collectifs qui sont en mauve. Donc ça, je pense que c'est ce mauve dont vous parlez ici. Et un verdâtre qui sont les petits, les sujets non collectifs. Voilà. Je pense que c'est ça dont Frédéric parlait. Oui, ça a l'air d'être de ça. Et elle te remercie pour ta réponse. J'ai envie de te poser une question, mais Twitter, tu n'avais pas envie de le faire rentrer dans l'âme? Enfin, pas tout, mais on a plein de collègues qui travaillent à partir des données Twitter parce qu'apparemment, elles sont quand même plus facilement accessibles que d'autres données propres à des différents réseaux sociaux. C'est vrai qu'on se dit, mais en fait, ça pourrait être pas mal si tu le faisais. Et théoriquement, c'est vraiment hyper simple. Enfin bon, il faut s'y connaître un peu en HTML ou en informatique, mais c'est vraiment hyper simple d'intégrer une structure. Tu me donnes un compte Twitter, je pense que, je sais pas, en moins d'une semaine, je te bidouille une structure supplémentaire dans l'âme pour pouvoir importer tout le compte Twitter. Pareil pour Facebook, pareil pour n'importe quelle page web. Le problème, c'est que
c'est une chose infinie. Enfin, du coup, on peut lui mettre plein de structures comme ça. Puis, j'ai pas le temps finalement de répondre à toutes les demandes. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé au plugin qui va permettre de faire un outil plus générique. Et une fois que tu seras sur ton Twitter, bah, tu pourras sélectionner les zones qui t'intéressent sur Twitter. Tu donnes la structure que tu as sauvegardée, tu la donnes à l'âme, et l'âme après se chargera d'importer tout ce que tu lui as désigné en fait. Et toi, parce que par exemple, au niveau du CSI, il n'y a pas de projet où, sur Twitter où tu aurais pu répondre avec l'âme? Non, on ne travaille pas trop sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une question, il n'a pas soulevé, enfin, une bonne précision. On a des discussions qui sont sur des listes de, alors, je sais jamais comment, des Google Groups ou des listes de discussion Yahoo. Il faut être membre de la liste ou du groupe pour pouvoir récupérer les données. Il suffit pas de renseigner. Non, ça j'ai pas de. Alors, de toute manière, ce sont des listes privées. Donc forcément, il faut que tu passes par l'administrateur à un moment donné. Alors, c'est marrant parce que je m'attendais aussi à des questions venant de votre part, des questions de droit. Alors, je sais pas. Non, parce que on a très bien fait les choses. Ouais, je donne un peu de bâton pour faire battre. Mais bon, c'est forcément un truc auquel je l'ai pas mis, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais il faut absolument que je fasse un point là-dessus parce que c'est quand même c'est une chose importante. Pour avoir des messages d'une liste de discussion, il faut donc soit en être membre, soit contacter l'administrateur et lui demander, voilà, je suis sociologue, je travaille sur ci, sur ça, est-ce que je peux avoir accès à votre liste? Enfin, est-ce que vous pouvez me donner et faire une extraction des messages de votre liste pour que je puisse les analyser? Voilà, donc après chacun, nous je sais qu'on n'a pas eu à faire ça parce qu'on était directement dans la liste, donc on recevait tous les messages à la volée, comme ça à chaque fois. Enfin, ça va pas être, vu que c'est pas public, on n'y a pas accès quoi. Mais du coup, en fait, voilà, c'est. Alors, je sais pas, je vois pas d'autres questions. Enfin, je dis ça en même qui sont arrivées dans le module. Je sais pas si, oralement, vous pouvez en poser aussi, hein. Mais en fait, on est en train d'arriver vers la fin du séminaire. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en fait, le prochain tuto, c'est avec Émilie Masson, qui est juriste au service juridique du CNRS, et on parlera où on reparlera de la CNIL, des données personnelles et des obligations qu'on a et qu'on doit respecter en matière de traitement de données personnelles. Ah bah génial. Voilà. Damien va certainement me dire quelque chose. Oui, j'allais dire qu'il fallait donner la date que j'ai oublié de Le 11 juillet. Bah, on aura un message sur la liste, j'imagine. Oui. Voilà. Je reparcours le module questions et réponses, hein, mais je pense qu'on a tout, on s'est tout dit. En tout cas, moi, ce que je pourrais peut-être préciser, c'est que si parmi vous, donc vous tous, vous avez envie d'utiliser l'âme, que vous téléchargez, vous l'utilisez, et qu'il y a un blocage ou je ne sais pas quoi, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Souvent, ce sont vraiment des petits bugs ou des petites choses, ou des vraiment, enfin, et puis, enfin, de toute manière, je vous dirais, bon, ça je peux le corriger, ça c'est beaucoup trop long, ça va prendre une semaine et j'ai pas le temps. Voilà, sachant que l'an prochain, je devrais m'y remettre un petit peu parce qu'on a des projets là qui vont arriver, dont l'âme pourrait bien fonctionner dessus. Donc, et puis il y a cette histoire de plugin là voilà. Enfin, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Enfin, je sais que toi, Benoît,
tu avais fait des essais, ça plantait, et puis là j'ai regardé, voilà, en 1 heure ou 2, j'ai débloqué le truc, et enfin, je sais pas si tu as réussi sur ton forum, là, de Pyrénéen, là, mais, ou de randonneur, je sais plus, mais enfin bon, ça marche. Non, mais si, c'est dans le cadre d'un projet de recherche hein, sur les pratiques en montagne. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Puis je tiens quand même, enfin, tu parles de bugs et tout ça, mais tu nous as quand même fait une démonstration en direct où ça n'a pas planté, quoi. Donc c'est Bill Gates n'a jamais réussi, hein. Non, mais bah, c'est vrai que enfin, pour préparer le webinaire, là, je m'y suis remis un petit peu, puis enfin, j'étais presque étonné aussi de la stabilité. C'est une première version 1.1 où j'avais quand même pas mal bossé dessus, où je m'étais dit, bon allez, je rajoute plus rien, mais là, tout ce qu'il y a, faut que ça tourne nickel. Parce que c'est vrai que c'est trop chiant déjà de perdre du travail quand tu as bossé 1 heure sur un truc et tout d'un coup tu perds tout, tu sais pourquoi. Donc bon, enfin je vous promets encore quelques bugs, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que il est assez stable, quoi. Ouais. Merci du compliment en tout cas. Merci à toi surtout. Et puis ben, merci aussi à tous les participants qui nous ont rejoints pour ce tuto sur le WebEx. Hein, du coup, ben, on se retrouve le 11 juillet prochain pour parler de la loi informatique et liberté et des différentes contraintes ou obligations auxquelles on est soumis dès lors qu'on traite de données quantitatives ou qualitatives qui traitent directement à des personnes vivantes. Voilà. Bon, et bien merci à tous et puis à bientôt. Merci à tous, merci à toi Benoît. À bientôt.